disparition en mars 1983 du jeune Ludovic Janvier ouvre la porte de toute une série d'étranges disparitions qu'on appellera vite l'affaire des disparus de l'Isère. En effet, ce département alpin de la région Rhône-Alpes va concentrer une quantité importante de faits divers et de disparitions réputées inquiétantes, touchant toutes à des mineurs. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire de disparition. Une disparition tragique, d'autant plus que cela touche un enfant. Revenons sur les faits connus et qui restent à ce jour tout à fait mystérieux de la disparition du jeune Ludovic Janvier. Les faits qui nous intéressent aujourd'hui se déroulent à Saint-Martin-d'Hères, une ville située à la périphérie même de Grenoble, la préfecture du département de l'Isère. C'est dans cette commune résidentielle et populaire que le petit Ludovic Janvier, âgé d'à peine 6 ans et demi, qui est au cours préparatoire de l'école communale, va disparaître sans laisser de traces, le jeudi 17 mars 1983. Entre 18h30 et 19h15, le père envoie Ludovic et ses 2 frères, Jérôme presque 8 ans et Nicolas, un bambin de 2 ans, qui trépignaient tant pour les accompagner, acheter des cigarettes. Des Gauloises, précisera-t-il aux enfants, pour son propre compte. La petite sœur Virginie fête aujourd'hui son anniversaire. Elle a 5 ans. Mais elle est absente. Elle se trouve chez sa grand-mère, à la fontaine Saint-Martin, dans le département de la Sarthe, dans l'ouest de la France. Là où toute la famille résidait auparavant. La famille y tenait un bar-tabac boulangerie. La nuit est tombée sur la place de la République, juste en bas de chez eux, et l'éclairage public est en fonctionnement. Et, de surcroît, il ne fait pas bien chaud dehors. Alors, les 3 enfants ne traînent pas. Un témoin affirmera les avoir vus discuter, au détour du bureau de poste implanté sur la place même, avec un homme, porteur d'un casque de motard, avec des bandes rétro-réfléchissantes dessus. Il s'en souvient bien. D'un bleu de travail de type usine et chaussé de grosses chaussures de sécurité, noires également, et équipé d'une fermeture éclair. L'homme cherche son chien, un gentil chien loup, qui se serait égaré et suggère aux enfants de l'aider à le retrouver. Il leur propose des bonbons à titre de récompense. Les 2 frères de Ludovic confirmeront cette thèse. Après une courte discussion, les enfants se sépareront en 2 groupes pour être plus efficaces. Alors que Jérôme et Nicolas s'en vont d'un côté, l'homme prend Ludovic par la main et s'en va de l'autre. Sans doute, pense Jérôme, vers le parking de la place. On ne reverra plus jamais Ludovic après cet instant précis. Les 2 garçons, séparés de leur frère Ludovic, s'en reviennent sans tarder au domicile familial et racontent l'histoire à leurs parents. Ces derniers, très récemment arrivés dans la commune où le père est boulanger-pâtissier, habitent encore chez une tante qui les héberge depuis 3 semaines, le temps pour eux de se trouver un logement. Le père descend en trombe, affolé, fouille la place, vide désormais, et a le bon réflexe de prévenir de suite la brigade de gendarmerie locale. Quand ils reviennent, Jérôme, le plus grand, se doute bien qu'il a fait une bêtise. Bien malgré lui. Il dit, se souvenant de tout, comme si c'était hier. « J'ai laissé partir Ludovic avec cet homme. Quand j'ai vu le regard qu'il me lançait, j'ai compris que j'avais fait une bêtise, mais c'était trop tard. Cette culpabilité me ronge toujours. Le regard de Ludovic me hante. » L'affaire est très vite prise au sérieux. Les gendarmes arrivent rapidement sur les lieux et, grâce à la description de Jérôme, un premier portrait robot succinct ayant pu être établi, entreprennent des recherches.
On cherche un homme entre 40 et 50 ans, peut-être en moto ou en mobilette, qui circulerait dans le secteur urbain proche. Les rues avoisinantes sont fouillées. L'itinéraire qu'ils avaient emprunté est refait plusieurs fois dans chaque sens. Mais rien. La nuit tombe maintenant et Ludovic reste introuvable. Les jours suivants, malgré le renforcement conséquent du dispositif de recherche, épaulé par des militaires stationnés dans la région, et l'enquête qui a été ouverte par le parquet de Grenoble, il n'y a toujours aucune trace du jeune Ludovic. Si la commune de Saint-Martin-d'Hères a été fouillée de fond en comble, c'est une autre paire de manches pour Grenoble, la grande ville voisine. On fera donc au mieux. Les cours de l'Isère sont ratissés également. Les gares de chemin de fer et les gares routières seront contactées et visitées. Rien non plus. Ce n'est qu'un mois après la disparition de l'enfant qu'une greffière du tribunal de grande instance de Grenoble recevra un appel téléphonique pour le moins étrange. Au bout du fil, la voix d'un homme, elle est formelle là-dessus, lui indique que l'enfant recherché est en bonne santé et qu'il aurait été recueilli par un couple dont la femme ne peut pas avoir d'enfant. Le correspondant justifie cet appel par la lecture d'un article paru dans le journal régional L'Union de Reims à ce sujet. Mais techniquement, hélas, l'appel ne peut pas être retracé par les enquêteurs. Rappelons que nous sommes en 1983, que la technique téléphonique est certes déjà moderne, mais pas au point de remonter par plusieurs standards et centres de dispatching les appels entrants ou sortants. Remarquons d'ailleurs, et c'est important de le savoir pour enrichir encore ce propos, que la numérotation téléphonique actuelle a 10 chiffres, celle que nous connaissons de nos jours, et l'automatisation intégrale des standards téléphoniques ne seront mis en place que dans le vendredi 25 octobre de cette même année 1985. C'est vieux dans nos esprits, et pourtant, cela fait juste 38 ans. Avant, c'était plus compliqué. Le 23 mai 1985, 2 spéléologues isérois découvrent dans une grotte retirée située sur la commune d'Angin, dans le massif du Vercors, le squelette d'un garçon, dont l'âge estimé est de 6 à 7 ans. Détail sordide et horrible, mais qui a son importance. Le crâne de l'enfant a été très abîmé. L'identification du squelette n'est pas possible à l'époque. Les techniques utilisées grâce à l'ADN n'en étant encore alors qu'à leur tout premier balbutiement et restant de toute façon largement méconnus. On ne saura donc jamais s'il s'agit ou non du corps du petit Ludovic Janvier. Certains experts, arguant du fait que le corps ne serait pas décomposé aussi vite, restent tout de même circonspects à ce sujet. Mais ce n'est pas, loin s'en faut, une démonstration purement scientifique, d'autres confrères affirmant l'inverse. Sur le plan strictement judiciaire, l'affaire de la disparition du petit Ludovic Janvier s'est enlisée. Une première ordonnance de non-lieu est rendue par le juge d'instruction en 1988. Notons que c'était une pratique courante alors, pratique qui aujourd'hui serait largement contestée et d'ailleurs contestable. Mais c'était ainsi. Comble de malchance ou loupé administratif malheureux, la justice ordonnera également en 1998 la destruction des ossements retrouvés dans la grotte d'Angin. Et les ossements de ce petit corps inconnu ne sont pas les seuls à avoir été détruits. 11 autres corps non identifiés suivent. Une enquête interne va être diligentée à ce sujet, car c'est quand même fort dommage, mais cela ne ramènera pas malheureusement les scellés de toutes ces affaires qui emplissent les grèves des tribunaux de toute la région, Grenoble en tête. Mais n'oublions pas les familles.
remarquons là aussi, comme déjà ci-dessus, une pratique étrange en ces temps-là au sein des palais de justice et de la justice en général. On ne conservait pas plus que de besoin les scellés judiciaires. Que ce soit par erreur, comme ici semble-t-il, ou volontairement, nombre de scellés jugés, désormais inutiles, seront détruits dans maintes affaires. Et si elle devait rebondir un jour, il manquerait dans les preuves. Mais comme pour les ordonnances de non-lieu hâtives, c'était ainsi. En 2007, le père de famille, qui a vécu 22 ans miné à jamais par le remords, le chagrin, l'incompréhension aussi, d'une justice qu'il ne saisit pas et a bien du mal à suivre, décède. Il n'avait que 54 ans. L'enquête ouverte conclura qu'il aurait mis fin à ses jours. Marilyn, la mère, survit difficilement, prise elle aussi de remords perpétuels et en proie à des démons qui ne la quittent plus. Elle est sous traitement médicamenteux et perd petit à petit tout sens de la réalité. En 2008, des années après les faits, la procureure générale de la Cour d'appel de Grenoble, interpellée par la proximité géographique qui lie plusieurs affaires de disparition inquiétante de mineurs ou de meurtres sur mineurs, décide d'enquêter autrement. Elle confie le dossier à une équipe de gendarmes spécialisés de la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble, qui vont œuvrer à plein temps sur ces affaires quoi, selon elle, sont liées de près ou de loin. Dans un premier temps, 12 enquêteurs vont se pencher sur tous ces dossiers. Plus tard, la cellule fonctionnera avec un peu moins de personnel, mais avec la même passion, le même entêtement à réussir. Car la liste, une fois les affaires rapprochées, est édifiante. Tous ces enfants dont le meurtre ou la disparition dans la région de Grenoble entre 1983 et 1996 reste un mystère, et longue, interminable, terrible pour leur famille. Citons, sans que la liste d'ailleurs soit exhaustive, Ludovic Janvier, disparu en 1983, Grégory Dubrulle, agressé et laissé pour mort en 1983, Anissa Ouhadi, tuée en 1985, Jarazed Ben Douloui, disparu en 1987, Nathalie Boyer, tuée en 1988, Fabrice Ladoux, tué en 1989, Léo Ballet, disparu en 1996, et d'autres encore malheureusement. Un tueur en série a-t-il sévi dans l'Isère? Pendant 6 ans, cette cellule spécialisée, baptisée Mineur 38, épluche tous les dossiers qui n'ont pas été égarés, revoit toutes les procédures, refait de nouvelles constatations partout où c'est encore possible. Les tueurs en série, arrêtés depuis, et c'est un soulagement car cette théorie n'avait pas cours en France, sont tous étudiés de près et suivis. Si rien de concret ne vient perturber le travail de fourmi des enquêteurs judiciaires de la gendarmerie nationale, on garde cependant espoir. Le travail est ingrat et est rendu particulièrement difficile par l'éparpillement des dossiers dans au moins 4 juridictions judiciaires, les déménagements successifs des tribunaux suite à des regroupements et des fermetures, des inondations aussi, comme à Grenoble, les ratés des dossiers ici et là. En outre, ils doivent très largement composer avec 3 procureurs, 4 juges d'instruction, divers autres structures et services administratifs ou judiciaires qui, parfois, n'accordent pas leur violon. Travailler ensemble n'était ni une résolution, ni une volonté, et encore moins une évidence en ces temps-là. Et, en 2010, nouveau coup de théâtre. Dans un hôpital de Reims, une jeune infirmière croise, presque par hasard, le regard d'un homme. Elle l'observe plus attentivement.
Pour elle, cet homme ressemble comme deux gouttes d'eau à Jérôme Janvier, apparu quelques semaines plus tôt dans un reportage consacré à son frère cadet, disparu en 1983, et qu'elle avait suivi avec attention à la télévision. Elle est bouleversée et s'en ouvre à Virginie, la sœur de Ludovic, ainsi qu'aux policiers locaux. Ces derniers préviennent les gendarmes grenoblois, car cette piste doit absolument être creusée et vérifiée. Et n'oublions pas que le tout premier appel téléphonique relatif à cette affaire, revendiquant que l'enfant était en bonne santé et adopté, venait de Reims ou de sa toute proche région. Si hasard il y avait, il est en tout cas fort étrange et très mystérieux. Fort logiquement, la justice grenobloise se ressaisit donc de l'enquête et la famille de Ludovic engage les deux avocats, maître Didier Seban et Corinne Hermann, spécialisés dans les affaires de disparition non résolues. Ils jouissent d'une réputation incontestable en la matière. C'est eux qui, entre autres, affaires du même acabit, représentent le père de la petite Estelle Mouzin, disparue en 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne, alors qu'elle rentrait de l'école. Stupeur et effroi des deux conseils, quand ils demandent une expertise ADN du corps du petit garçon, retrouvé en 1985 dans la grotte sinistre du Vercors. La science ayant largement progressé maintenant. Le corps est introuvable. Il aurait bien été détruit en 1998, en même temps que les quelques traces biologiques prélevées, à l'hôpital où il reposait. C'est terrible pour la famille et c'est un aveu d'échec pour la justice. Les parquets de Grenoble et de Bourgoin-Jallieu, lieu de la quasi-totalité de ces disparitions inquiétantes, rouvrent tous les dossiers déjà clos ou en fin de vie, dont celui de Ludovic Janvier. Le 10 novembre 2014, la justice, par le biais d'une nouvelle ordonnance de non-lieu, clôture à nouveau le dossier de Ludovic Janvier. Décidément, dira-t-on, l'acharnement judiciaire à clore les enquêtes semble ici être une règle appliquée à ce dossier. Judicieusement, conseillée par leurs deux nouveaux conseils, la famille de Ludovic Janvier fait appel de l'ordonnance, au motif impérieux qu'un certain nombre de témoignages n'avaient pas été utilement exploités. En juin 2015, ils auront finalement gain de cause, la justice estimant qu'il n'y a pas encore prescription dans cette affaire longue et délicate. Et pour donner suite à cela, deux nouveaux juges d'instruction sont nommés. L'affaire est sauvée, pourrait-on croire, mais hélas, elle n'avance pas beaucoup, mieux ni plus vite pour autant. Les faits relatés étant maintenant déjà anciens, les rares témoignages recueillis devenant de plus en plus rares, étant souvent flous ou alors beaucoup trop imprécis, les scellés manquants, les actes judiciaires étant parfois un peu courts ou en tout cas insuffisamment approfondis. C'est en 2022 que l'impulsion du nouveau procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, tout récemment nommé à ce poste, va être décisive. En effet, à sa demande expresse et, de surcroît, bordée d'un argumentaire solide et très détaillé, l'ensemble du dossier reconstitué est officiellement transféré au tout nouveau pôle judiciaire national, créé à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, chargé des affaires criminelles non résolues. Lui non plus ne perd pas espoir, sait-on jamais. Aujourd'hui, les deux principaux enfants de la fratrie, principaux engagés dans la lutte désespérée pour tenter, un jour peut-être, de faire jaillir la lumière, Jérôme et Virginie, sont retournés vivre dans la Sarthe. Virginie à Lombron, entre les villes du Mans et la Ferté-Bernard, et Jérôme à Saint-Corneille. Depuis toutes ces années, les deux frères et la sœur de Ludovic Janvier continuent de se battre pour que l'histoire ne s'efface pas, pour que Ludovic Janvier reste vivant, au moins dans leur mémoire. C'est la fin de cette affaire effroyable. Je souhaite énormément de courage à la famille de Ludovic et j'espère qu'un jour, ils sauront la vérité. Je n'ai pas voulu faire
comme d'habitude dans ma vidéo. J'ai préféré le faire en podcast. Je me sentais vraiment très mal à l'aise de remettre beaucoup de photos et de faire un montage. J'en suis désolée. Je souhaite encore énormément de courage à toutes ces familles. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.